Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, j'achève une partie de l'année 2015, même si jamais j'en trouve, de toute façon n'importe quelle année, j'espère pouvoir les finir pour, voilà, pour les présentations, et que sans trop tarder je vous montre directement la pochette. Donc SummerSlam 2015, Lesnar, Taker qui s'affrontent, et la victoire de Rollins, forcément. Et il est en français. Par contre, l'heure, l'heure, c'est 3h48. Et que pour les commentateurs français, Philippe et Christophe, ils étaient tout simplement sur place. Après, il y a tous les bonus, tout ça, etc. Réinterview. La victoire du New Day. Ambrose Harper. PCB. Et la victoire... l'affrontement entre Taker et Lesnar. Je ne sais plus ce que je raconte, mais voilà. Donc, sans trop tarder, je sais bien qu'il n'y a pas de match non de la carte. Vous voyez, les mecs qui s'affrontent et qui se font pas dans la carte principale. Et ben là, on passe directement, justement, à la carte principale et que ça démarre entre Sheamus et Randy Orton. Donc, la revanche de Battleground. Et celui-là, je vais pas trop m'attarder dessus. Vu comment Randy Orton a battu Sheamus à Battleground 2015, cette fois-ci, c'est Sheamus qui le bat Randy Orton. Je me rappelle avec De Brocky qu'il en est venu à bout. Bon, après, malheureusement, il s'est pas grand-chose bien passé. Enfin, rien passé, on va dire ça comme ça. Parce que on sait, RKO, les combos, DDT de la deuxième corde, Vintage Orton, Power Slam. Et pour les movesets de Sheamus, c'est un peu pareil. Mais que c'est victoire quand même de Sheamus. Et que ce match-là, allez, pour hyper, je mets 3,5 à la place de 3, ouais, allez, 3,5, peu importe. Je mets 3,5. Ensuite, le deuxième match, match à 4 par équipe pour les titres, justement. Donc, le New Day, vous savez bien qui sont, j'ai pas besoin de vous les présenter, qui sont toujours accompagnés par Xavier Le Woods contre les Primetime Players. Pas besoin de les présenter. Los Matadores, peut-être qu'il faut que je vous les présente, ou alors ça va, j'ai pas besoin de vous les présenter. Voilà. Et contre Lucha Dragons. Oui. D'accord. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et que les champions, c'était les Primetime Players, exactement. Et que là, ils défendent leur titre face à 3 autres équipes. Et que là, ça va être chaud. Ça va démarrer comme sur les chapeaux de roue. Vraiment. Ça va comme une flèche. Et que j'ai même pas eu non plus le temps de dire un mot, quoi dire, si ce n'est que y en a pas mal qui se battent, qui font des prises. Est-ce que vous voulez, quoi? Mais sinon, ce serait trop long à vous expliquer ça. Si ce n'est que le New Day a réussi à surprendre, si je crois bien, Titus O'Neil fait son finish, mais Biggie, on va dire, le fait, on va dire, éjecter à l'extérieur du ring, et que c'est Kofi Kingston qui va en profiter du tombé. Je crois qu'il va faire le tomber sur un des membres de Los Matadores, et que un coup qu'ils ont remporté les titres, grosse célébration, vraiment une grosse célébration, et que c'est à ce parti-là où ils vont débuter un long règne qui va durer pas mal de mois, quoi. Un an après. En tout cas, je sais bien que le New Day a eu le règne le plus long. Maintenant, ils se font rattraper par les Usos. Et c'est quand même une bonne chose. Mais bon, c'est victoire du New Day. Ouais, victoire du New Day. Et allez, ce match-là, 3,40. Il était très dynamique. Pas le temps de s'ennuyer. Et pas le temps de cligner des yeux aussi. Donc, ça reste un match aussi à voir, malgré le côté ridicule qu'il y avait un petit peu. Mais ça va encore. Donc voilà. Ensuite, match, on va dire, composé de couple contre couple.
même si c'est de hommes 1 contre 1. Dolph Ziggler contre Rusev. Alors, pour venir l'histoire entre Dolph Ziggler et Rusev, tout d'abord, Rusev avait un peu délaissé Lana. Et Lana, elle s'est tournée vers Dolph Ziggler. Et qu'on se rappelle du saignement où elle va au ring et qu'elle commence à embrasser Dolph Ziggler. Et que ce saignement a été jugé le pire saignement ever, je crois. Même s'il a été le plus vu. Ouais, il a été le plus vu. Donc pour Rusev, il n'était pas très content. Il s'est senti trompé par Lana. Et que Lana ne veut plus retourner avec Rusev. Et Rusev, lui, il a décidé de prendre une autre fille. Bien sûr, c'est une blonde. À la personne de Summer Rae. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu du couple contre couple. Et que, pas grand chose à en dire, si ce n'est que bataille entre les deux amoureux, quoi. J'ai presque envie de dire ça. L'un est amoureux de Lana et l'autre l'était, mais maintenant est amoureux de Summer Rae. Ça prendra fin, je sais pas quand, mais je sais bien que ça va prendre fin quand Dolph Ziggler dit qu'il allait prendre sa douche et que Summer Rae est allée dans son vestiaire et qu'elle aurait découvert à poil et qu'après elle fait un genre d'interview extrêmement chelou, comme si elle avait adoré de regarder Ziggler nu. Et je me suis dit, quoi? Non, mais c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Bon, bien sûr, on sait que c'est de la mise en scène. Sachez que c'est de la mise en scène, je le sais. Et passons au match. Rusev voulait dominer sous Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler, très rugueux, très fugitif, ne se laisse pas contrôler par le bulgaro-russe. Enfin, maintenant, on n'a qu'à appeler le bulgare, vu comment on sait bien que ce n'est pas un russe à 100%. Et que, si je crois bien, le match s'est fini en double décompte extérieur, car ils se sont battus. Ou alors, Rusev s'est beaucoup acharné sur Ziggler pour le faire payer, mais qu'il oublie qu'il perd en même temps que lui. Donc, il y a double décompte, pas de jaloux. Tout le monde a perdu et tout le monde est perdant dans cette histoire. Donc ça finit en mode boudin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça termine en mode boudin. Et que ce match-là, oui, je crois que je le mettrai à 3,5. Allez, 3,5, ça peut aller. Un match par équipe, on peut qualifier ça de spécial? Ouais. Donc je vais vous dire ça. Donc, Neville et Stéphane Amell contre le roi Barrett et Stardust. Alors, Stéphane Amell, on sait bien qu'il était apparu lors d'un show de Raw, d'un épisode de Raw, et que Stardust, il est un super vilain et qui veut détruire du super-héros, comme il veut détruire Neville, vu comment Neville, il est considéré comme un super-héros, et pas un super-vilain. Eh bien, il voyait Stéphane Amell, il décidait de le pousser, et qu'après, Stéphane Amell, même s'il n'est pas un catcheur, il se laisse pas, on va dire, marcher sous les pieds. Donc, on se rappelle qu'il sautait vers le ring pour donner des coups de poing à Stardust. Et qu'après, il avait eu, on va dire, une petite sanction en tant qu'invité et qu'il devait pas être là. Et qu'il a dû s'entraîner pour ce match. Bon, après, il faut savoir, c'est que Stéphane Amell, c'est encore un débutant à cette période-là. Donc, c'était encore un débutant et que voilà, quoi. C'est assez compliqué de débuter de cette manière. Bon, après, c'est pas un catcheur. Vous savez que Stéphane Amell, il a joué dans la série Arrow, ou alors Green Arrow. De toute façon, c'est le personnage du Green Arrow. Donc, le Green Arrow, c'est un peu comme Robin des Bois, mais façon super-héros. Et qu'il tire des flèches vertes.
Donc, de DC Comics, vous le saviez bien la série, j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi, vous le savez déjà. Et que c'était aussi une série à succès. D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours une série à succès. Malgré qu'il y avait la série de Flash, qui est toujours en pleine avance. Bon, après, n'importe quelle série de super-héros de chez DC Comics, ça vous plairait peut-être. Hein. Et que je me rappelle que Barrett et Stardust, ils vont un peu, on va dire, le sous-estimer. Je me rappelle qu'ils l'ont sous-estimé. Un coup que c'est Amel qui rentre, et ben je me rappelle qu'on le humiliait, on le poussait, on le frappait, et que Amel retombait sous ses pieds pour lui donner un drop kick, mais qu'après ils prennent ça pour une humiliation ou de la maladresse. Il décide de se venger, et c'est là où il va subir Stéphane Amel. Il va en subir, il va prendre des prises par prise, même les coups de Barrett, et que ça se voit qu'il n'était pas encore préparé. Même si j'avais vu un match à All-In, oui, le match à All-In qu'ils ont fait, on va dire, venir la plupart des catcheurs de toutes les fédérations, je me rappelle de ça, que ce soit ROH, Impact, NJPW, il y a qui encore PWG, ouais, même un peu de la NOAH, de la All Japan, et toutes les fédérations, quoi. Mais sinon, je me rappelle que toutes les fédérations étaient tous invités et que Stéphane Amel avait affronté Christopher Daniels et qu'il il nous avait donné une performance incroyable. Donc, il était étonnant à regarder à cette période-là, alors qu'en 2015, ben, il n'était pas encore très préparé et que c'est un peu, on va dire, une évolution qu'il a menée et qu'il y a une série où CM Punk est aussi l'acteur. C'est une série où ça raconte sur le catch. Ouais, je crois que c'est ça, mais je sais bien que ils nous ont montré ben, les coulisses, comment ils vont, on va dire, améliorer ben, améliorer le casting, et que même CM Punk a dû se cacher tous les tatouages pour éviter d'avoir tous les droits d'auteur, et que ben là on retrouve un CM Punk non tatoué. Si vous voyez pas de quoi je parle, je sais bien que j'avais vu ça, ben, une image sur Instagram, ou alors peut-être un thriller sur YouTube, mais je sais bien qu'il existe cette série. Mais je sais pas s'il existe en français ou en VO, mais voilà, ce serait plaisant pour avoir en VF, tout simplement. Et que malgré qu'il s'est fait tabasser, ce sera Neville qui va faire tout le boulot pour lui, jusqu'à ce que ça laisse Amel récupérer, et que je me rappelle qu'il a fait ben, un crossbody sur Stardust et le roi Barrett. Bon, après, c'est pas, on va dire, Amel qui va achever le boulot. Hein. Ce sera Neville, si je crois bien. Il fait un Red Arrow sur Wade Barrett. De toute façon, ça rime bien. Hein. Le Red Arrow, donc la flèche rouge, tandis que Amel, c'est la flèche verte. Et pourtant, on peut dire que la flèche rouge, c'est un peu du côté du mal, et la flèche verte du côté du bien. Et la flèche noire, ben, encore plus sombre, encore plus du côté du noir. Vu comment on sait bien que Neville, en tant que le bâtard Pac, sa prise finish, ben, il n'a pas changé. Ben, toujours le Red Arrow, mais sauf que ce n'est pas le Red Arrow, c'est le Black Arrow. Même s'il a le Brutalizer, quand il prend les bras et qu'il vous serre très fort par le cou. Donc c'est lui qui l'achève boulot avec Stéphane Amel. Pas mal, malgré que c'est pas, on va dire, du très propre, du très top sur le ring. Très top, qu'est-ce que je raconte? C'est normal, c'est un peu les débuts ou un essai pour Amel, donc c'est un petit peu normal. Donc qu'est-ce que je raconte, moi? Je voulais dire par là
allez, que c'est, on va dire, bon, mais sans plus. Voilà ce que je voulais dire. Et que ce match-là, allez, 3,5, je mets 3,5. Triple menace cette fois-ci pour le titre intercontinental. Ryback qui met son titre en jeu contre le Big Show, contre le Miz. Alors, l'histoire, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Je ne vais pas vous faire très long aussi. Donc tout d'abord, ben, le Big Show ben, n'arrêtait pas de vanner Ryback par rapport à une blessure au genou qu'il avait. Et que Ryback, ben, lui, se remet en force après, après sa rééducation. Et après, ben, le Miz, ben, lui, il a été ajouté parce que il était entre autres le souffre-douleur des deux mastodontes. Parce qu'on sait bien que Ryback a battu plusieurs fois le Miz. Le Miz, je ne sais pas s'il a déjà battu une seule fois, mais ce serait étonnant s'il le battrait pour la première fois de son histoire. Et que le Big Show, ben, lui, sachant pas quoi faire avec lui, eh ben, il décide de faire plaisir en s'attaquant à le Miz et aussi en humiliant Ryback en disant ouais, il est en train de s'échauffer. Ouais, il était en train de s'échauffer en faisant ouais, moi je donne des gauches, des droites, un peu comme à la Rocky. Je crois qu'il disait ça pour Ryback et pas pour lui. Qui est personne aussi disjonctée quand même. Excusez-moi parce qu'il y a mes trucs qui sont tombés, mais c'est pas grave. Et que, sans trop de surprise, pour moi, c'est victoire de Ryback. Hein, car je me rappelle qu'il fait un shell shock sur le Miz et qu'il se débarrasse de Big Show à un moment donné. Hein. Là, parce que là, je parle du finish. Et pas tout ce qui s'est passé, parce qu'on sait bien que le Miz, on a beaucoup trop subi. Ryback, ben, il en a pas mal subi, il en a pas mal chié face au Big Show. Et que le Big Show n'arrêtait pas de se foutre de sa gueule en disant « Oh Thomas, ça fait bobo !» Mais bon, ça a été facile pour Ryback de battre quand même Show et Miz. Et du coup, ben, c'est victoire du Big Guy. Et que ce match-là, 3,20. Voilà, sans plus ni rien, 3,20. Maintenant, ben, encore match par équipe. Ambrose et Rollins. Enfin, Ambrose et Roman Reigns contre la Wyatt Family. Oui. Donc, pour l'instant, c'était 2 contre 2. Et comme je vous avais dit l'histoire, vu comment à Battleground, Roman Reigns devait normalement battre Wyatt, mais il s'est fait prendre un super kick de la part de Luke Harper qui venait de nulle part pour s'allier avec son ami et mentor. Donc ça va leur conduire à leur match au SummerSlam et qu'on pensait peut-être que ce serait ben, la Wyatt Family qui aurait remporté ben, la bataille pour une deuxième fois consécutive, pour une humiliation. Mais non, pas du tout. Vraiment pas du tout, ça va pas se le faire. Et que, si je me rappelle bien, ben, tentative de Sister Abigail, soit sur Ambrose, soit sur Roman Reigns, mais l'un des deux va pas subir. Un Tornado Clothesline qui a été esquivé, je crois, par Dean Ambrose. Vu comment on sait bien que Luke Harper et Dean Ambrose ont eu un passé de hardcore à la CZW et que vous devez savoir sûrement Jon Moxley et Dean Ambrose, Brody Lee, Luke Harper. Donc voilà, pas besoin de vous le faire savoir, vous le saviez. Car si vous ne saviez pas, ben, vous vivez vraiment dans une grotte et que ça sert à rien de vous le dire en retard, si ce n'est que vous le dire plus tôt que plus tard. Même si je sais pas ce que je raconte en ce moment. Faut dire un coup que je perds mes moyens de mieux parler correctement et de mieux mâcher mes mots, je suis en PLS tout simplement. Je suis en PLS comme ça. Vous voyez quand je fais ça, eh ben des fois je suis un peu en PLS. Voilà. Et que malgré tout, ben, c'est victoire des deux faces. Hein. Ambrose et Rollins. Ambrose et Reigns et pas Rollins. Qu'est-ce que... Putain, ça me fait chier quand je me trompe comme ça. Donc, Dean Ambrose et Roman Reigns. Et s'inspire de Roman Reigns sur Luke Harper, vu comment Bray Wyatt, étant très intelligent, ne voulait pas subir le finish.
car ça fait un peu pour le sauver. Ça se le fait un petit peu, mais il s'est sauvé quand même. Ce match-là, 3,40, voilà, tout simplement, j'ai bien apprécié. Et maintenant, ben, celui qui aurait pu être le deuxième main event. Donc je vais vous expliquer ça. Seth Rollins contre John Cena. Le gagnant remporte tout. Donc les titres des États-Unis et du monde poids lourd de la WWE étaient en jeu. Et pour revenir à l'histoire, lorsque John Cena en avait terminé avec Kevin Owens, eh ben, il avait décidé de challenger Seth Rollins pour le titre du monde poids lourd, mais que Rollins refusait un premier temps. Et quand l'autorité avait accepté la demande de John Cena, ce sera pour SummerSlam, mais tout d'abord, tu vas affronter Seth Rollins, mais pour ton titre des États-Unis. Donc on se rappelle tous de ce match, et que je vous avais déjà dit concernant John Cena durant ce match-là, car c'est dans ce match où Seth Rollins lui pète le nez, où il le casse avec un coup de genou, et que là vous allez peut-être dire ouais c'est fake, c'est pas possible, il a pas réellement le nez cassé, c'est juste une simulation. Et que moi je vous dis, vous croyez que c'est une simulation? Vraiment pas sûr. Franchement, vraiment pas sûr. Car John Cena, il a combattu avec un nez cassé. Et que lors de Soul Loyalty and Respect, je vous avais déjà dit, allez dire à John Cena qu'il s'était pas fait casser le nez. Et là, vous allez voir sa réponse. Si jamais vous lui dites qu'il s'est pas fait casser le nez, il va vous le dire en disant si, il s'est bien cassé le nez. Et ils vous diront, vous ne savez pas ce que ça fait d'être dans un ring, vous n'êtes pas des professionnels, vous n'êtes pas entraînés, vous êtes que des ignorants qui ignorent autour du business du catch. Voilà, ils vous diront ça. N'importe quel catcheur vous diront ça. Hein. Si jamais vous commencez à dire oui c'est fake, faut dire que ces gens-là sont mal avertis. Parce que les gens ils commencent déjà à chanter, chiquer sans bien se renseigner. Même s'ils n'aiment pas trop cette discipline, vaut mieux se renseigner avant d'ouvrir son cul. Et quand je parle de son cul, ça veut dire sa bouche. Donc ça, c'est le genre de truc que je déteste. Et que John Cena, il aura été courageux en combattant avec un nez cassé. Et qu'il a fini avec le match, malgré la douleur de son nez. Et il aura parfaitement bien réussi. Après, ce n'est qu'une courte durée. Hein. Donc, il avait dû s'absenter pour réparer son nez. Même si, peut-être qu'on sent qu'il n'est pas encore guéri de cette blessure. Parce qu'il faut dire, de voir comme ça, c'est effrayant de voir ça. Mais de dire qu'il a accepté de combattre malgré qu'un nez cassé, c'est un courage. Hein. Franchement, John Cena, pour moi, je vous le dis, il m'inspire le respect. Hein. Certains ne seront pas d'accord, mais moi, je le dis directement, il inspire directement le respect. Et que cette fois-ci, Seth Rollins ne va pas lui casser le nez dans le match-là, même si pendant des semaines, il s'en est vanté qu'il a réussi à briser la face de la WWE, qui est John Cena. Car lui, il veut prendre la place de John Cena pour être le nouveau visage de la WWE. Et qu'il avait un t-shirt Never Shut Up. Shut Up, Never Shut Up. Donc jamais il la fermera. Ou encore un autre catchphrase qu'il a surnommé Are you breaking knee? Je t'ai brisé le nez. Ouais, je crois que c'est ça. Mais il faut dire, il y a tellement de catchphrases qu'il a dit Seth Rollins pour en faire vanner et aussi pour hyper une rivalité. Et que là, au match, il faut dire c'est un festin entre Rollins et Cena. Il n'y a pas à dire, ils nous sortent de tout ce qu'ils ont sous le capot. Vraiment. Surtout Rollins qui a beaucoup de choses à prouver à John Cena. Même s'ils sont affrontés à plusieurs reprises, mais il a beaucoup de choses à prouver. Et que John Cena, lui, il veut capturer un 16e titre mondial. Et comment, à l'arrière de son t-shirt, il était marqué 15 fois.
eh ben, il veut tenter le 16e. Mais sauf que, voilà, ça va pas lui porter bonheur. Et que pour le futur, ben, ce sera Rollins, le futur visage, entre guillemets, même si on sait bien que c'est Roman Reigns. Voilà, faut pas déconner. Donc je me rappelle qu'il aura passé un sale quart d'heure à John Cena, notamment en tentant des choses comme ben, un genre de petit shooting star press. 2 fois tentative de Phoenix Splash. La première fois, ben, il a tenté, mais John Cena il s'en est allé. Donc il a contré pour éviter qu'il se fasse mal. La deuxième, ben, il se fait esquiver et il se prend un STFU. Enfin, STF. Et que celui-là, il est présent dans Building of the Architect, je crois. Et que... je crois qu'il avait commencé à imiter John Cena, notamment en faisant les coups de bélier, un chopper bomb, tentative de You Can See Me, mais qu'il faut pas trop sous-estimer le maître du You Can See Me. Même quand c'est Rollins qui fait ça, Rollins donne un coup de pied en guise, en disant tiens, prends ça, mange mon pied. Et qui s'est mangé du pied, franchement. Notamment un super kick, alors que Cena avait 2 genoux au sol. Ou encore les doubles stomps, avant de lui glisser un You Can See Me, avant, bam, voilà, en faisant comme ça. Et que je me rappelle quand John Cena faisait le Attitude Adjustment, et ben Seth Rollins, ben, il retombait sous ses pieds pour mieux enchaîner, et qu'après, ben, c'est à lui d'effectuer le Attitude Adjustment, mais que heureusement que John Cena n'a pas perdu face à sa propre prise. Ça aurait été l'humiliation suprême. Et que après, si je me trompe pas, je vais passer au tournant du match, même si je me rappelle pas mal de attitude d'ajustement tenté et pas validé, ou STF qui va chercher tout le temps les cordes. Lorsqu'il était prêt pour encore un attitude d'ajustement, eh ben cette fois-ci, il prend les cordes, et que lorsqu'il lâche, eh ben, l'arbitre se prend les 2 pieds de Rollins, donc il est KO, et ça permet à Seth Rollins de lui donner encore ce coup de genou qui a cassé le nez de John Cena. Je me suis dit, non, il va pas le casser une deuxième fois. Oh non. Non, c'est pas vrai. Non, il va quand même pas le faire ça. Putain. J'ai pas les mots, hein. Parce que de faire ça une deuxième fois, on se dit, ça y est, il va encore lui casser le nez, c'est la fin pour Cena. Et qu'on se dit, heureusement que là, il n'a pas le nez cassé, mais par contre, ce coup de genou qu'il lui avait mis, heureusement que il a évité le pire, John Cena. La première, il a subi le pire, mais la deuxième, cette fois-ci, ne va pas passer. Et c'est là où Jon Stewart, lui qui était dans les coulisses, et je crois pour hyper le main event, et que lorsqu'il a vu Stephen Amell, eh ben son fils voulait un dédicace de Stephen Amell et de Neville, même s'ils ont vu l'Undertaker dans les coulisses, eh ben il vient, vu comment il avait un différend avec Seth Rollins, donc entre guillemets il avait un différend, et que là on se dit, est-ce qu'il va réellement frapper Rollins? Et que on voit qu'il hésite vraiment, et que il voit John Cena debout, et là il se dit, je vais le donner un coup à Cena, et que lors du lendemain à Raw, il a dit que s'il a fait cet acte, c'est pour éviter que John Cena détrône le record de Ric Flair, car le champion c'est Flair. Et que après, on sait bien que Ric Flair lui avait contredit en disant le contraire, et que John Cena, n'étant pas content, décide de faire un attitude adjustment sur Jon Stewart. Mais là, pour ce match-là, il donne un coup, il place la chaise. De toute façon, il avait placé mal la chaise, mais heureusement qu'il a été bien correct. Ça permet à Seth Rollins de faire un pedigree, et qu'il va cacher la chaise pour éviter que l'arbitre remarque, pour le tomber. Et là, Seth Rollins remporte le match avec les 2 titres. Donc, grosse victoire de Seth Rollins.
Vraiment une sacrée victoire. Qui remporte le titre des États-Unis et qui conserve le titre du monde poids lourd. Et que le lendemain à Raw, ben, il aura une statue. Et une statue qui aura été volée par le Stinger. Et qui doit affronter ben, John Cena et Sting lors du même Night of Champions. Que je n'ai pas malheureusement. Voilà. Mais ça, ben, si jamais je le trouve, ça je vous en dirai plus. Et que du coup, ben, maintenant, ben, celui qui prend tout, ben, c'est Seth Rollins. Qu'il est à son prime. Franchement, il était à son prime à cette période. Ce match en description, vu comment je l'avais déjà noté. Voilà. Match élimination trios. Enfin, à 3. Match à élimination à 3. Alors. L'équipe de PCB. Donc, équipe de Paige, Charlotte et Becky Lynch. Contre l'équipe de la Team Bad. Donc, la Team Bad, ben, en gros, pour résumer le fait, Bad, ça veut dire méchant ou méchante. Mais en gros, si vous on va dire, si on peut traduire ça, on peut même dire Beautiful and Dangerous pour le nom de l'équipe. Donc c'est ça, l'équipe méchante. On va dire belle, dangereuse et méchante. On va dire ça comme ça pour l'équipe de Naomi, Sasha Banks et Tamina Snuka. Contre l'équipe des Bella Twins. Donc Nikki, Brie, pas besoin de vous les présenter. Avec Alicia Fox. Je sais bien que l'équipe de la Team Bad, donc Beautiful and Dangerous, vont être éliminés en premier. Je crois que c'est Tamina qui va être éliminée en premier. De toute façon, Tamina, c'est une fraude. Je vous le dis direct. Elle est une fardeau pour les équipes. Et il faut dire, elle aura servi à rien. Je vous dis ça directement. Des divisions, à cette période-là, ben, elle aura servi strictement à rien. Je ne suis pas méchant envers elle, mais je dis ce qui est vrai. Et que ben, les officiels ne savent pas quoi faire d'elle. Et que je sais, la seule chose qu'ils devaient faire avec elle, ben, qu'elle reste chez elle et qu'elle arrête le catch. Ouais, ça c'est encore des propos méchants ce que j'aborde, mais je voulais pas dire ça dans le sens très méchant, mais je voulais dire, vu comment tout ne te sourit pas, t'as pas grand chose à gagner, même si t'as déjà capturé un titre des divas, lorsque tu sens que t'es à son comble, c'est mieux d'arrêter. Et c'est pas pour une mauvaise foi, c'est un truc qui est réel. Et qu'après, ben, ça se joue entre l'équipe de PCB et l'équipe Bella. Et celui qui va être la fraude, ce sera Brie Bella. Car si je crois bien, elle va subir un rock bottom qui l'appellera Becky Lynch le Man and the Slam. Donc c'est victoire de PCB directement. Ce match-là, allez, 3,5 pour le match par équipe féminin directement. Et maintenant, ben, Kevin Owens contre Cesaro. Oui. Vu comment j'avais suivi NXT TakeOver, parce que sur YouTube, je regardais ce show. Des fois, c'était en highlight avec de la musique ou sans musique. Donc, je me rappelle à cette période-là, je n'arrêtais pas de regarder. J'étais complètement conquis par la NXT. Et qui nous proposait de bonne qualité. Malheureusement, si seulement ils avaient fait des pay-per-view en DVD de NXT TakeOver, je vous aurais peut-être dit, mais moi, je me rappelle le match qui m'a marqué. C'est ben, Sasha Banks et Bayley. Où Sasha Banks va nous sortir une belle performance. Même Bayley, elle va vraiment dans l'improvisation dans le match. Même s'ils ont dû répéter ça en boucle dans les vestiaires. Mais il faut dire, ça a été un des meilleurs matchs féminins entre Sasha Banks et Bayley, du côté de la NXT. Tandis que du côté du match masculin, ben, c'était Finn Balor et Kevin Owens lors d'un match de l'échelle pour le titre. Un match que j'adore, franchement. Et que les shows d'NXT, je surkiffais. Franchement, j'adorais vraiment les shows. Surtout quand c'est Triple H qui dirige, que McMahon. Parce qu'il faut dire, quand c'est McMahon qui prend le contrôle, ben, ça part en catastrophe. Et quand c'est avec Triple H, ben, c'est que du bon. Et que là, ben, il affronte Cesaro. Malgré qu'il n'y a pas d'enjeu, ces deux-là, ce sont des sacrés
bosseur sur le ring. Et il n'y a pas à dire, il nous montre une clinique parfaite de catch. Même si Cesaro n'a pas donné trop d'opportunités, on le met que dans les matchs par équipe, donc il est cantonné à la mid-card ou alors presque à back-card. Mais bon, ça reste assez dommage pour le Suisse. Tandis que pour le Québécois, ben, la chance va lui tourner l'année 2016. Donc lui, sa chance va directement tourner et qu'il va réussir. Même si après, on sait bien qu'après qu'il aura perdu le titre, eh ben, il se passera plus rien. À part pour un run de titre des États-Unis. Et quelques tentatives en équipe, je crois. Mais je crois qu'il ne capturait pas les titres. Bref, c'est pas grave. Et que dans la foule, je crois que les gens chantaient Sami. Donc ils nous teasaient le retour de Sami pour qu'il affronte son ancien meilleur ami qui est Kevin Owens. Vu comment on se rappelle de la trahison lors du couronnement de Sami Zayn face à Neville. Et qu'il avait ouvertement trahi et menti. Et qu'après il avait mis KO lors de Rivals, je crois, Takeover Rivals, où il remporte par KO Kevin Owens. Et que là, il ne va pas remporter par KO, là, il va remporter par Pop-Up Powerbomb. Même si Cesaro en a beaucoup subi et beaucoup testé des choses, surtout avec Kevin Owens, car il sait bien qu'il a beaucoup de preuves à jouer, il a beaucoup de retard sur les autres, et qu'il se dit, ben, il va montrer c'est qui un des meilleurs catcheurs à la WWE, malgré qu'il n'a pas le statut de main eventer, malgré qu'on ne lui donne pas beaucoup de chance, malgré que ses origines européennes lui font des défauts, et pourtant, peu importe qu'il soit d'origine européenne, il est apprécié par les vestiaires, par ses collègues. Et même les officiels voulaient le pusher. C'est pour vous dire, ils voyaient en Cesaro un potentiel énorme, surtout pour capturer un titre mondial, mais qu'après on connaît Monsieur le vieux Gripsou. Je vais l'appeler le vieux Gripsou parce qu'il faut dire que c'est un vieux Gripsou et un pervers aussi. Eh ben, ne voyait pas cette alternative sur Cesaro, qui le trouvait fade, mou, ennuyeux, alors que Cesaro, ben, lui, il est pas si mou que ça. Il est rapide, il donne des coups très forts, et surtout, il était divertissant à regarder. Mais qu'après ça, ben, c'est victoire de Kevin Owens avec un pop-up powerbomb, tout simplement. Avec ce match-là, 3,40, je mets 3,40. Ça fait pas mal de 3,40 et de 3,5, hein, je vous l'accorde. Et là, le main event, oui. La revanche de WrestleMania 31. Oui, on n'a qu'à qualifier ça comme ça. Laissez-moi vous résumer l'histoire. Lorsque Brock Lesnar a battu l'Undertaker à WrestleMania 30, et que là on se dit, c'est la fin pour l'Undertaker, il ne va plus revenir et monter en puissance, eh ben c'est fini pour lui. Et pourtant, il aura combattu à WrestleMania 31 où il remporte le match, et que là, il décide de s'attaquer sur l'homme qu'il a battu, et que cette fois-ci, il sait que c'est maintenant ou jamais. Car si jamais il échoue une nouvelle fois, ben, il aura été un des catcheurs à n'avoir jamais battu un tel catcheur puissant. Donc il aura été dans cette liste de catcheurs qui ont tenté de battre l'un et l'autre. Et si je crois bien, il n'a jamais non plus battu l'Ultimate Warriors, je crois, Undertaker. Même si j'aurais pu vous en parler de Ultimate Warrior, que lui, il était décidé... Je me rappelle que lors d'un épisode d'Euro, il faisait une promo, l'Ultimate Warrior, où il vivra à jamais pour toujours en tant que guerrier. Mais après, on ne s'attendait pas à ce que lors d'un autre épisode d'Euro, il est décédé, quoi. On ne pensait pas du tout. Ça, j'aurais pu vous en parler. J'aurais pu vous en parler, mais on se rappelle d'un clip qui retrace la carrière du Warrior.
Et qu'après, ben, il est à chaque Hall of Fame pour couronner ben, l'enfant qui se bat comme un guerrier contre sa maladie. Donc l'association Warriors. Et que à chaque fois, ben, pour l'association de Warriors, eh ben, c'est un Warriors Award qu'on offre aux personnes qui ont combattu leur maladie. Un beau signe de geste. Mais après, il faut dire, il nous a quittés ben, encore trop tôt. Hein. Même si on savait qu'il était très diminué, qu'il ne pouvait plus rien faire sur le ring. Bref, on ne savait pas sur la santé du Warrior. Et qu'il aura beaucoup battu l'Undertaker dans sa carrière, Ultimate Warrior. Mais heureusement, ça ne s'est pas déroulé à WrestleMania. Sinon, ça aurait été une autre mayonnaise. Voilà. Mais un homme est réussi à parvenu à la personne de Brock Lesnar. Donc, c'est pour ça qu'il était arrivé à Battleground pour lui donner un message à Lesnar en disant que cette fois-ci, tu m'as battu plusieurs fois et que les défaites contre toi, c'en est beaucoup trop. Je vais te battre cette fois-ci, mais dans les règles et même si c'est pour des sales manières. Et que je me rappelle les interventions des catcheurs dans le ring et aussi les interventions dans le clip où les catcheurs donnent leur avis, qui va remporter le match. Il y en a qui disent que c'est Brock Lesnar, il y en a qui disent que c'est l'Undertaker. Et forcément, les avis ont été partagés. Bon, après un finish assez discutable, dans la controverse même. Et voilà. Je me rappelle quand Brock Lesnar fait son entrée, il attendait l'Undertaker qui fasse son entrée. Et bien, il attaquait, malgré qu'il n'a pas su ben, terminer son fameux ben, geste comme à l'habitude. Il enlève son chapeau, et ben, ça part en yeux blancs, donner sa veste, tout ça. Non, ça démarre directement fort. Hein. Donc, here comes the pain. Même si c'est plutôt here comes the beast. Donc, je me rappelle qu'il aura été sauvage avec l'Undertaker, même si l'Undertaker s'est pas mal défendu. Donc, il s'est pas laissé dominer cette fois-ci. Il sait bien que entre 2 ou 3 F5, il ne pourrait pas battre l'Undertaker si facilement. Pas comme à WrestleMania. Et que je vous le dis... je vous le dis à tout cœur, hein. Je vous le dis pas parce que vous êtes déçus de ce que je dis. Après, c'est vrai que Orbat, elle apprécie ce match parce qu'elle est historique, ce match-là. Parce que ça raconte la défaite de l'Undertaker, ça nous a hypé une histoire. Dans le sens, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après, il faut le reconnaître que lors de WrestleMania 30, le match n'était pas bon. À cause que l'Undertaker a subi une commotion cérébrale et que même lui ne se rappelle même plus à quel moment il a eu une commotion cérébrale. Même si son corps a fonctionné grâce à l'adrénaline, et que ça agit par instinct, il faut dire, le Taker, il est ailleurs. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est ailleurs. Hein. C'est pas une excuse qu'il nous raconte. Hein. Non, il nous dit, ben, c'est fait dans ce match. Et que vous direz à n'importe quel spécialiste, ouais, mais c'est un des meilleurs matchs. Non, ils vous diront, ce n'est pas le meilleur match. Certes, il est historique pour sa défaite, mais le match n'est pas bon à cause d'une commotion cérébrale du Taker. Et que cette fois-ci, dans ce match-là, la commotion cérébrale ne va pas le gâcher du tout. Là, il est hyper concentré, malgré que son côté in-ring est devenu un peu mou, je le reconnais. Ça, c'est avec le temps. Hein. C'est avec le temps. Parce qu'il faut dire, son temps était presque compté. Ça aurait pu être cette année ou en 2014 qu'il aurait pu raccrocher. Il aurait pu, mais il n'a pas fait. Il a fallu qu'il donne sa dernière réponse et aussi ben, son annonce de retraite et dernier match en plus. Son dernier match à WrestleMania 36, à huis clos en plus, et qu'il déclare sa retraite au Survivor Series, où il n'y a pas de personne, à part des mecs sur leur écran qui font que applaudir derrière leurs écrans, mais on entendait des voix sonores de clap-clap, mais ça on sait bien, c'est pas le public
du Thunderdome. Ça, on le sait, c'est pas eux. Car eux, ils ne font que regarder, mais sinon, ils sont pas en train de faire des clac, 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 ou thank you, taker. Non, non, c'est le public, c'est réellement le public. Pourquoi? Parce que la WWE a su enregistrer les bons faux sonores du public quand ils chantent This is awesome, This is awesome, ou encore thank you, taker, ou voilà, quelque chose comme ça, vous avez compris. Car maintenant, on sait bien qu'avec la technologie, c'est simple et facile à manipuler et à promouvoir quelque chose d'assez révolutionnaire. Et voilà quoi. Et qu'il a été déclaré Hall of Famer à WrestleMania 38. D'ailleurs, une place qui le mérite. Franchement, il mérite vraiment son run en tant que Hall of Famer. Et que du fait qu'il est à l'aise financièrement et qu'il garde un héritage fort et grand et mémorable, c'est le plus important pour l'Undertaker. Hein. Et que je me rappelle, un coup qu'il a eu des chokeslam, des last ride powerbomb, je me rappelle à l'extérieur du ring, Brock Lesnar fait un F5 sur l'Undertaker qui passe à travers la table, et pas une table espagnole, pas une table américaine, la table française, la table de Philippe et Christophe. Donc cette fois-ci, ils ont vu le catcheur atterrir sur leur table et qu'ils ont quand même commenté le match. Donc ils ont quand même commenté le match, même s'il y avait un fil, ouais, on va dire une prise qui s'était décrochée du bazar émetteur pour commenter, qu'il a dû remettre Philippe Chéreau, car c'est lui qui avait eu un petit problème technique. Et qu'après, troisième F5, l'Undertaker s'en relève. Donc il s'en relève. Cette fois-ci, là, ce ne sera pas d'excuse. Là, on voit bien qu'il était dans le match. Et que même Brock Lesnar a failli casser le bras de l'Undertaker en tentant le Kimura. Et que l'Undertaker, il plaçait bien les épaules de Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar, il avait les épaules au sol. Et bien, vous zoomerez de plus près que l'Undertaker, il tape. Et que l'arbitre décide d'arrêter de sonner la cloche. Ah non, c'était pas l'arbitre, c'était... je sais pas si c'était l'arbitre ou le sonneur de cloche qui avait sonné la cloche. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah oui, 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 c'était le... Ah putain, c'était le sonneur de cloche. Oui, c'était lui qui avait fait sonner la cloche et pas l'arbitre Charles Robinson. Alors que c'est sûr, ça aurait pu se terminer là. Hein. Une victoire de Lesnar sur l'Undertaker, ça aurait pu finir. Hein. Mais que heureusement que ça n'a pas fait, car l'Undertaker, il a touché les burnes de Brock Lesnar avant de le placer dans un Hell's Gate. Et que là, il donne toutes ses forces dans cette bataille. Il sait bien qu'il ne va pas le lâcher. Et que c'est sa dernière chance. Car si jamais il ne le bat pas tout de suite la bête, eh ben... il aurait figuré dans la liste des personnes qui n'a jamais battu tel ou tel catcheur. Hein. Donc il sert de toutes ses forces jusqu'à ce que Brock Lesnar nous jette un doigt d'honneur comme ça. Il nous jette un doigt d'honneur à la caméra et surtout envers l'Undertaker. Et que malgré que l'Undertaker a vu le doigt d'honneur, il lâche pas l'affaire. Et que avant de faire ce doigt d'honneur là, eh ben il s'écroule. Et il perd le match. Donc c'est par soumission technique, mais que encore une fois, Brock Lesnar n'a pas abandonné. Donc c'est victoire de l'Undertaker pour la première fois de son histoire. Vraiment pour la première fois, c'est victoire de l'Undertaker. Et que là, ce match était plus bon qu'à WrestleMania. Je vous le dis direct. Si vous êtes d'accord, faites-moi savoir. Si vous n'êtes pas d'accord, ben... Comme quoi les avis, ça se discute pas, quoi. Et que j'essaye d'avoir un avis partagé entre les gens, quoi, qui seront d'accord ou non. Mais bon, ce match-là, $3,80. J'ai pas le choix, je mets 3,80. Et que, voilà, c'était pas mal. Et qu'après ça, Paul Heyman,
en étant furax, il prend la cloche en faisant ding, 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 ding. Et après, il prend le micro en disant non, 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 c'est pas possible. Brock n'a pas perdu ce match. Eh ben si. Si. Et que les gens chantaient yes, 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 yes. Voilà. Et ça se termine là-dessus. Donc la note globale de ce match, j'ai déjà dit. Et que j'aurais pu vous en parler que c'était un 2 DVD. Mais voilà, j'ai rattrapé le retard. C'est un 2 DVD en français. Et pour ce qui est les matchs, les bonus, les scènes promo et l'ensemble, avec les interviews, si j'ai oublié, eh ben je lui mets un 4,60. Voilà, un 4,60, ça peut être plaisant. Ça peut peut-être vous convenir si vous adorez. Voilà, c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. C'était DVD Pro Catch. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.